Ils affectent les principaux organes, les excitent. Ils affectent, c'est-à-dire qu'ils provoquent l'excitation envers quelqu'un. Ils font de sorte que les gens se mettent ensemble, ils envoient des amants ou même poussent les gens au mariage. Leur thème préféré, c'est de travailler à la désunion de la famille, c'est-à-dire de provoquer des divorces. Ça m'est arrivé aussi, on me disait que je dois divorcer avec mon mari, me marier avec un homme de paille et créer un business quelconque avec son argent. Les pensées et les sentiments sont des ondes. C'est pourquoi, en vous mettant au diapason de cette onde, vous pouvez l'attraper et la lire. C'est le même principe qu'un récepteur radio. Mais on peut activer le mode émetteur radio, c'est-à-dire ne pas attraper l'onde, mais la diriger. Non pas pour lire des informations, mais pour les inculquer au sujet. C'est comme ça qu'on fait ce qu'on appelle dans le langage simple sortilège d'attraction et sortilège repoussant. On peut inculquer à une personne de l'amour ou de la haine pour n'importe quel sujet. Pour ce faire, la direction de l'onde d'euphorie ou de haine est associée à la personne choisie. À chaque fois que la victime voit cette personne, elle ressent certains sentiments qu'on lui impose, qui sont très forts. Ces sentiments commencent à contrôler l'attitude de la victime à l'égard de la personne en question. J'ai ressenti l'atteinte magique, soit l'impact énergétique et informationnel sur moi de manière très forte. J'ai vu à quel point ça pouvait changer la vie d'une personne. J'avais une famille heureuse, un mari, 2 enfants, une aisance matérielle. Et littéralement, en assez peu de temps, toute ma vie a changé. Tout a commencé par l'apparition d'une certaine irritabilité, une éruption cutanée dans les yeux, des maux de tête. Les enfants devenaient plus nerveux. Ils étaient petits à ce moment-là. Ils ont commencé à pleurer tout le temps, à faire des caprices. Ils ne dormaient pas la nuit. Un phénomène intéressant, j'ai commencé à avoir tout le temps des crampes dans les jambes. Moi et mon mari, nous nous réveillions la nuit à cause de crampes dans les jambes. C'était insupportable. Il y a eu quelques conflits mineurs au début, puis nous avons eu une grosse dispute. Et à cause de ça, en une seule soirée, la situation a changé dans la famille. Alors que 3 ou 4 jours avant, nous avions célébré notre anniversaire de mariage. Notre famille s'entendait bien, on avait des amis communs. On allait en vacances ensemble. Et en 3-4 jours de temps, on est arrivé à une complète incompréhension. D'un coup, mon mari ne veut aucun contact, il ne veut pas parler, on se heurte à un mur. Il veut partir de façon totalement inattendue. Soudainement, la relation est complètement rompue. Et tout à coup, les enfants commencent aussi à tomber gravement malades. Un enfant se retrouve en réanimation. Il y reste 5 jours, puis encore 2 semaines d'hôpital. Il sort de là avec un diagnostic totalement inattendu, sans une raison qui pouvait le provoquer. Il paraît que c'est la salmonellose. Donc on traite la salmonellose. Puis on pose un diagnostic de rubéole. Et ça continue sans fin. Ensuite, c'est mon état de santé qui se détériore brusquement. C'est-à-dire que de jeune femme épanouie, je deviens une fille anorexique comme les filles qu'on montre à la télé qui suivent des régimes. Je suis devenue littéralement anorexique. Je pesais 47 kilos pour 1,70 m. Je ne pouvais rien manger. J'avais des maux de tête continuels. Mon état émotionnel était horrible, dépressif. Les sédatifs ne me calmaient pas, ne m'aidaient pas. J'étais pleine de troubles émotionnels. Alors je me suis adressée au centre Chemin vers le Soleil aux spécialistes de Svetlana Ladarus. Et la première fois, je ne les ai pas crus quand ils m'ont dit « c'est quelqu'un qui fait cela exprès. C'est une atteinte énergétique informationnelle pour faire éclater votre famille. » Ça m'a paru étrange que ce genre de choses puisse exister, que ça puisse marcher et que cela devienne nécessaire de me le faire à moi spécialement. Mais quand c'est devenu complètement insupportable, c'est-à-dire que ça s'aggravait, ça n'arrêtait pas de s'aggraver. Quand j'ai compris que la grande question était de savoir si je survivrais ou pas. Alors, je suis revenue au centre Ladarus une 2e fois, et ce qui m'a surtout impressionné, c'est un brusque changement d'état. C'est-à-dire que j'étais arrivée dans un état dépressif avec une perte de la coordination, comme si la conscience nageait dans le brouillard. C'était impossible de se ressaisir, de fixer sa conscience sur quelque chose. Et là, littéralement après 10 minutes de conversation, je sens que ma conscience s'éclaircit, que ma vue redevient claire, et qu'une certaine compréhension des choses et de ce qui se passe autour de moi revient également. La joie de vivre revient.
Et tout cela en 10 minutes. Et bien sûr, ça m'a beaucoup marqué. C'était une nouvelle étape de ma vie, complètement différente, qui commençait. Les enfants ont arrêté d'être malades. C'est-à-dire que ces maladies incompréhensibles, ces diagnostics incompréhensibles, qui venaient de nulle part, ont brusquement cessé. C'est tout. Et voilà, on peut dire que nous avons retrouvé une vie normale. Et bien sûr, je pense que si je ne m'étais pas adressée à la méthode de Svetlana Mikhailovna Lada-Ruсь, comme je le dis parfois, nous ne serions plus là. Maintenant, ce n'est plus un secret que pour gagner une compétition, très souvent, en business ou en politique, on a recours à des influences sur les membres de la famille du concurrent. C'est-à-dire qu'on brise l'harmonie, on brise l'intercompréhension au sein de la famille du concurrent et de ce fait, il n'a plus la tête à faire du business ou de la politique. Il y a quelques années, je voyageais au Népal et des habitants de ce pays m'ont raconté cette histoire. En 2001, il est arrivé une tragédie terrible dans la famille royale népalaise. Imaginez-vous un pays très calme. Les habitants du Népal sont des personnes assez calmes. C'était un roi qui dirigeait le pays dont les citoyens étaient tout à fait satisfaits. Tout allait bien. Il avait 3 enfants et les enfants avaient grandi. Et voici qu'un jour, le fils aîné est arrivé et a annoncé à son père et à sa mère qu'il était amoureux et qu'il voulait épouser celle qu'il avait choisie. Mais cette fille n'a pas plu aux parents et ils lui ont interdit de se marier. Par conséquent, le jeune homme avait le choix, soit d'accéder au trône avec une jeune fille qui serait appréciée de ses parents, soit de renoncer au trône et de se marier avec la femme qu'il avait choisie. Cette histoire aurait dû se terminer là, mais l'histoire s'est déroulée d'une manière fondamentalement différente. Un jour, comme me l'a raconté cette personne, le prince, armé d'une Kalachnikov, est entré dans la chambre de ses parents et les a tués dans leur lit. Selon une deuxième version, le prince aurait tué toute la famille avec une mitraillette lors d'un déjeuner de la famille royale. Jusqu'à présent, les habitants du Népal non seulement n'arrivent pas à croire à ce qui est arrivé, mais ils ne peuvent pas se rendre compte de cette réalité. C'est-à-dire qu'un homme sain d'esprit ne peut pas, sans une influence extérieure, perpétrer un crime tel que celui qui a été commis au Népal en 2001. Et ce qui est curieux, après cet événement tragique, non seulement ce n'est pas l'héritier aimé du peuple qui est arrivé au pouvoir, mais en plus, au bout de 7 ans, la forme de gouvernance du pays a complètement changé. De cette façon, il y a eu une opération concurrente qui a permis à des gens qui n'avaient rien à voir avec ceux qui étaient au pouvoir auparavant de gagner. Et cette méthode ne s'applique pas seulement dans la vie privée, mais également dans la grande politique, pour faire en sorte qu'un homme ou que des masses d'individus obéissent à un autre individu. Un individu, et surtout une foule, se transforme alors en un jouet télécommandé. Les pensées et les sentiments personnels de la victime sont supprimés par la volonté d'une autre personne et sont remplacés par les pensées et sentiments dont a besoin son maître invisible. Puisque ces pensées et sentiments surgissent à l'intérieur de la victime, celle-ci a l'impression que ce sont ses propres pensées et sentiments, qu'elle pense de cette façon, qu'elle ressent et agit par sa volonté propre. Mais en réalité, elle exécute la volonté de son maître sans s'en rendre compte. Pour que le cerveau reçoive des ordres et les exécute, il suffit de désactiver le centre de contrôle. Et le centre de contrôle, c'est notre conscience, qui est critique et qui tend à tout vérifier. Dès que vous l'avez désactivé, c'est le subconscient qui se met au travail. Cette région de la conscience qui croit facilement à tout et exécute le nécessaire. Les techniques d'hypnose sont arrivées à un tel niveau de perfection qu'on arrive à faire des gens des véritables zombies. Dans le livre « Les secrets du contrôle humain caché » est citée l'histoire suivante. En 1967, à Manille fut arrêté un Américain accusé d'avoir préparé un complot pour l'assassinat du président des Philippines de l'époque, Marquez. Les spécialistes qui travaillaient avec Castillo sont arrivés à la conclusion qu'ils avaient affaire à un zombie programmé à 4 niveaux. Le zombie 1 était persuadé qu'il était venu aux Philippines uniquement pour ses affaires personnelles. Le zombie 2 s'avérait être un agent de la CIA, peu bavard et obstiné,
qui refusait de répondre aux questions. Le zombie 3 était un double du numéro 2, avec un ordre supplémentaire. En cas d'échec, il devait immédiatement procéder à son autoliquidation. Et enfin, le zombie 4 a reconnu que son véritable nom était Emmanuel Anfil Ramirez. Il avait 27 ans, il était originaire de New York et avait subi un entraînement spécial dans un des camps de la CIA. De plus, Castillo s'avérait être programmé pour réagir à certains mots codés. Quand il fut arrêté, il a demandé pour on ne sait quelle raison à être transféré de l'hôpital à la prison. Le médecin a répondu que ça dépendait du grand chef. Ayant entendu parler du grand chef, Castillo s'est endormi immédiatement et si profondément que toutes les tentatives pour le réveiller ont été vaines. Alors les médecins se sont souvenus du petit carnet de Castillo et ont commencé à lire ce qui était écrit dedans. Et quand ils sont arrivés au passage, je gagnerai si je garde mon sang-froid, je dois croire en moi sinon personne ne me croira, l'arrêté s'est réveillé. Quand l'enquêteur mentionnait une des 3 dates qui étaient sur la liste, Castillo faisait comme s'il prenait un pistolet et se tirait une balle dans la tempe. Si on lisait les lettres qui étaient écrites sur la liste avec des temps de pause à certains endroits, une confession suivait immédiatement. C'est moi qui l'ai tué. Qui donc devait tuer Castillo et ensuite se suicider? Ce ne fut pas difficile à deviner. Il suffisait de montrer à l'hypnotisé une photo de Marquez et il cherchait à nouveau son pistolet imaginaire. Alors, le contrôle de la conscience humaine est donc un moyen très puissant et efficace de soumettre la volonté d'une autre personne. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles différentes qui sont prêtes à enseigner la technique de contrôle à n'importe quel volontaire. L'une de ces écoles en Russie est DEIR, Développement énergétique et informationnel lointain. Voici ce qu'a raconté son fondateur Vereshchagin. La conception du projet remonte à 1982. Le projet s'appelait Berger et était exécuté directement sur ordre du comité central du Parti communiste soviétique. Nous avions pour mission d'élaborer un système de techniques à l'aide desquelles un individu pourrait diriger un grand nombre de personnes sans qu'elles se doutent de quelque chose. Plus je me plongeais dans ce système, plus je trouvais qu'il y avait quelque chose de gênant là-dedans. Mais quand ils ont commencé à enseigner à créer des événements, quand ils nous ont appris à introduire dans la conscience d'autrui des programmes qui nous étaient utiles, ça m'a vraiment beaucoup dérangé. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ce fut quand ils nous ont appris à créer des entités qui pouvaient manipuler et diriger d'autres personnes. C'est-à-dire qu'il fallait apprendre à n'importe qui comment se comporter avec ses concurrents dans le business, et c'est tout. C'est-à-dire qu'on peut obliger n'importe qui à faire ce qui nous est nécessaire, et non pas ce qui lui est nécessaire. À l'école, on nous a aussi appris à manipuler les gens. Par mon expérience, je peux dire comment c'est manipuler les gens. On nous apprenait à agir sur le point « je suis ». Il y avait une méthode de contrôle de l'autre qui consistait à pénétrer dans ce point au moyen de ta conscience et à introduire dans la personne des pensées qui t'étaient nécessaires. Je peux citer un exemple de ma vie quand j'ai employé cette technique. Il y a eu chez ma fille un moment critique. C'est quand elle s'est disputée très fort avec son mari. Elle m'a téléphoné et m'a dit « Maman, fais quelque chose ». Visiblement, elle sentait aussi que j'étais capable de faire certaines choses. À ce moment-là, j'ai cédé et j'ai utilisé ce système. Disons que j'ai péché. J'ai essayé d'agir sur le mari. C'est-à-dire que j'ai commencé à introduire en lui certaines pensées, comme quoi elle devait revenir chez ma fille et lui demander pardon. Tout ce que je lui ai suggéré par un impact sur ce point, il l'a effectué. Il est arrivé le matin à demander pardon à genoux et est revenu dans la famille. Cependant, plus tard, je me suis rendu compte que j'avais fait tout cela pour rien. Pourquoi? Parce que la famille s'est de toute façon séparée et il aurait été mieux que ça arrive avant, sans que j'intervienne, plutôt qu'après. Voici ce qu'écrivent les créateurs du site « Le secret de l'arme psychotronique » à propos du système DEIR. Ce système est un véritable complexe qui a permis d'automatiser toute la magie ancienne et de manipuler la conscience des gens à l'aide de l'électronique, des ordinateurs et de l'intelligence artificielle. La personne qui a accès aux cartes de l'activité du cerveau peut mettre en œuvre, pour un individu déterminé, un programme de comportement, d'attitude, de but. Par exemple, débrancher la mémoire, rendre l'individu schizophrène, brancher un programme de vieillissement, de maladie, d'irritation, de somnolence, de dépression.
La condition de la victime peut devenir tellement insupportable qu'elle en vient à se suicider ou à tuer l'agresseur, que l'opérateur désignera comme la source de sa souffrance. Voici les paroles du créateur du système d'Eir, Vereshchagin. Ce n'est pas un malheur si quelques dizaines de milliers de personnes ne comprennent pas nos bonnes intentions et se suicident de frayeur, ou sont enfermés dans des hôpitaux psychiatriques jusqu'à la fin de leur jour. Nous ne nous soucions pas d'eux. Et en réalité, après l'apparition des écoles d'Eir, il y a eu dans tout le pays une vague de suicides, sans raison particulière, et surtout chez les jeunes. Pendant les 10 dernières années, le nombre de suicides chez les adolescents a été multiplié par 3, et ce nombre continue à augmenter. La Russie occupe la première place pour le nombre de suicides d'adolescents. C'est une école vraiment effrayante. Pourquoi? Parce que premièrement, quand tu es dans cette école, tu commences à diriger, tu peux diriger d'autres personnes. Et en même temps, tu comprends que de ton côté, on peut te diriger et te manipuler également toi-même, surtout ta conscience. J'ai vécu une expérience de ma vie quand ils ont essayé de tuer mon mari. Mais ce n'était pas en Russie, c'était dans un autre pays. Sous mes yeux, ils perdaient connaissance. Cela se voyait que justement ces gens de l'ADIR travaillaient sur lui. Il n'y avait pas qu'une personne, il y en avait 4. Et je ressentais justement de leur part du mépris envers une personne. Quand on se comporte avec toi non comme avec une personne, mais comme avec une victime, comme avec un puceron, on peut dire comme dans un camp de concentration. On pouvait sentir cette attitude fasciste envers la personnalité même, envers l'individu même. Et il a fallu trouver un autre spécialiste extrasensoriel pour tirer mon mari de l'état dans lequel il était. Il était pratiquement mourant. Et en travaillant à distance avec les gens qui étaient en train de le tuer, grâce à ce spécialiste extrasensoriel, j'ai pu arrêter son assassinat. Et à ce moment-là, mon mari s'en est sorti. De ces gens qui considèrent les autres avec mépris, avec haine. Ça leur donne une certaine force. En réalité, ce qui se cache derrière ce système, c'est ce qu'on peut appeler le fascisme psychotronique. Voici ce que disent les enseignants de l'école d'Eir. Vous allez créer un camp de concentration psychotronique, dans lequel seront des détenus cibles. Ce camp ne doit pas être différent des camps de concentration fascistes de l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Comme dans un camp de concentration fasciste, vous ferez des expériences sur les prisonniers. Ayant des possibilités infinies, vous immisçant dans l'esprit d'autres personnes, vous allez transformer l'individu en un malade de l'âme, torturer son esprit, sa personnalité et, dans certaines circonstances, l'anéantir. Pas la peine de plaindre les gens. Si quelqu'un meurt, il est remplacé par un autre. C'est-à-dire que chacun des groupes va remplir son camp de concentration psychotronique de nouvelles victimes. En analysant simplement sur le long terme, je comprends que ce système, en réalité, ne relâche pas les gens, mais continue d'agir. C'est-à-dire que ce qu'on nous a appris, comment agir sur les autres personnes, il s'avère que ce système agit aussi sur moi-même. De cette façon, par exemple, je crée un événement quelconque que j'ai planifié depuis longtemps, il doit se produire, une énorme quantité d'énergie y a été consacrée. Mais au dernier moment, cet événement ne se produit pas. Et je comprends aussi qu'on nous a appris au DIR comment voler les événements des autres et en détourner l'énergie pour soi. Réfléchissez. Nous sommes, vous et moi, un livre ouvert pour n'importe quelle personne malveillante qui possède le programme correspondant. Il peut vous transformer en un jouet télécommandé. C'est une technique moderne très réelle et tout à fait répandue. Elle n'est déjà même plus secrète. Il y a des séminaires, des sites et des livres qui parlent de ces techniques. Je pense que les gens ne comprennent pas qu'on les commande, qu'on les manipule sans cesse. Il me semble que ceux qui ne sont pas manipulés sont très peu nombreux, mais le reste, c'est comme des marionnettes qu'on dirige et manipule sans arrêt, et elles exécutent des tâches qui ne leur sont même pas nécessaires. En fait, je pense que ce n'est un secret pour personne que ce système s'est établi comme un moyen de diriger d'énormes masses d'individus. S'il s'agissait de manipuler la conscience d'un seul homme, ça ne les intéresserait pas. Mais là, à mon avis, c'est grandiose, à l'échelle planétaire. Et je pense qu'ils manipulent chacun de nous, chacun à différents degrés. Par moyen du système d'Eir, qui utilise l'intelligence artificielle, il est devenu possible de plonger les gens dans une apathie sociale, de leur transmettre à tous en même temps les mêmes pensées, les mêmes émotions, les mêmes programmes.
Par exemple, de l'amour envers certains politiques ou des pensées de sorte « on ne peut rien y changer » ou « qu'est-ce que je peux y faire » ou « je ne veux pas que la situation devienne encore pire ». Techniquement, comment se passe cette action sur la masse de la population? On attache à la tête de chaque individu un objet électromagnétique invisible, le magnétron, par lequel a lieu l'introduction, c'est-à-dire la diffusion des programmes du superordinateur directement dans le cerveau de la personne. Grâce à un réseau étendu de psychogénérateurs, parmi lesquels on peut compter les relais de téléphonie mobile ou le système des satellites, une certaine onde est diffusée à la population qui entre en résonance avec la fréquence des oscillations cérébrales. Il existe quelques types de conteneurs où ont été mis des générateurs psychotroniques. Ces conteneurs ressemblent à des conteneurs à déchets ordinaires, mais ils sont étrangement enchaînés à des poteaux. Quelle est leur spécificité? Ils fonctionnent très simplement. Ils contiennent un générateur qui envoie certaines impulsions qui agissent sur le cerveau. Cette irradiation est constante. Elle est constante. Les gens vont au travail. Ils choisissent un endroit où la majeure partie de la population passe, le métro par exemple. Et les générateurs qui sont là exercent une influence, préparent les gens à faire certaines choses. Je demande, quel genre de choses? Il répond, à un moment déterminé, quand des élections présidentielles vont avoir lieu, un satellite se déplace et il a une ligne sur laquelle il travaille, à environ 2000 km à la ronde. Et il envoie un signal codé qui se loge dans votre cerveau, qui est déjà prêt. Et vous dites, Yeltsin bien sûr, pour qui d'autre voter? Personne d'autre? J'ai observé cela dans ma ville. Il y a eu un mouvement de protestation très important quand ils ont abattu la forêt à Joukovski. C'était pour construire une nouvelle route qui s'est avérée arriver à une impasse. En fait, les gens s'y opposaient parce que c'était vraiment une forêt relique. On avait grandi dedans. Ils la détruisaient. Il n'y en a pas tant que ça dans les environs de Moscou. Mais les jours où devaient avoir lieu les actions de protestation, c'est-à-dire les jours où les gens devaient se rassembler, tout à fait légalement, c'était même pas pour un piquet de grève, c'était plutôt une promenade. Eh bien, ce jour-là, différentes personnes ont commencé à me contacter par différents canaux. Comme je suis née dans cette ville, j'ai beaucoup de connaissances de membres de ma famille. Donc l'un avait mal au ventre, l'autre à la tête, le troisième avait une rage de dents. Et tout à coup, il a couru pour chercher un médecin. C'était dimanche, alors qu'il en avait un qui le soignait d'habitude. Voilà ce qui se passait. Et dès le lundi matin, tout est redevenu normal. Et ce n'était pas seulement chez les gens qui s'apprêtaient à participer à l'action. C'était chez tout le monde. C'est-à-dire qu'il y avait eu un impact sur toute la région, sur la ville. Alors, la conscience de l'homme et des masses se trouve sous le contrôle de ceux qui ont le pouvoir. Nous pensons que nous avons nos pensées dans la tête, que nous agissons et que nous faisons des choix de manière indépendante. Mais cela ne se passe peut-être pas du tout comme ça. Regardez, peut-on dire que la société est saine et consciente, alors qu'il se passe sous nos yeux quelque chose qui devrait engendrer au minimum une réaction de défense et de protestation chez une personne saine? Attaques terroristes, dégradation de la jeunesse, privation de certains droits et libertés pour la population. Pour la majorité d'entre nous, les porte-monnaies sont vides bien avant la paye. On travaille pour 3000 roubles, c'est ça notre salaire. Il y a peu de programmes pour la jeunesse, par exemple pour l'accession au logement des jeunes familles. Le terrorisme, c'est troublant. Le premier problème, ce sont les routes. En Russie, il y a beaucoup d'alcooliques et de drogués. En Russie, je ne vois que de la saleté, c'est tout. Et je ne vois rien de bien. Le traitement injuste des enseignants qui s'occupent de nos enfants. Des éducateurs ont un salaire. Voilà, moi je cherche un travail, le salaire d'un éducateur à la maternelle est de 6000 roubles. Vous pouvez aller dans n'importe quelle entreprise, dans les petites entreprises, et demander vous-même. Les gens ne reçoivent pas autant d'argent qu'ils le méritent. Et en même temps, ceux d'en haut, l'élite, elle s'enrichit. Et nous continuons à nous taire, à croire bêtement aux médias, à croire aux politiciens et à ne rien faire. Et aussi avouer un culte à ceux qui nous font vivre ainsi. Je vais voter Poutine. Oui, pour Poutine. Oui, Poutine est beau. Je sais pas, il inspire confiance, voilà. Ça semble être le seul vote logique. Oui, honnêtement, c'est pas possible à expliquer parce que quand il y a eu Poutine, tout a été bien. Oui, il est déjà président et on ne peut pas en trouver un mieux pour le moment. Pour Poutine, je le respecte. Sans doute que oui. Je suis à fond pour. Je ne sais pas pourquoi, j'ai une sorte de sympathie pour lui. Remarquez que pratiquement personne n'est capable de donner au moins 3 arguments pour expliquer pourquoi il aime Poutine, mais il l'aime. Ça fait beaucoup penser aux symptômes du sort d'attraction habituel de la magie campagnarde. Seulement, ce sort est appliqué à la population de tout le pays. Ces techniques de manipulation de masse ont plusieurs dizaines d'années.
Ça corrobore encore le fait que depuis longtemps dans notre pays, les élections ne sont plus des élections. Déjà qu'à cause des lois et des filtres, un candidat du peuple qui ne bénéficie pas des ressources des oligarques n'arrive jamais à se présenter aux élections. En plus de cela, ils utilisent la magie et ont recours aux médiums. L'action sur le psychisme commence par le plus simple, des pancartes et des tracts. Tout cela se fait à l'aide de la technologie NLP. Les discours, les gestes des candidats voulus sont également bien travaillés. Nous construirons et reconstruirons des routes. Nous ne nous occuperons pas de petites réparations. Misha, on refait tout. Tu as l'air ennuyeux. Personne ne te donnera d'argent. Ça fait longtemps que ce n'est plus un secret. Pendant les élections, il y a toujours une quantité de médiums, d'hypnotiseurs et d'appareils psychotroniques qui sont à l'œuvre. L'ancien officier du KGB, Yuri Malinin, raconte « J'ai un document daté de 1995. La liste des tarifs pour des services électoraux extrasensoriels. À cette époque, une garantie de sécurité extrasensorielle pour un candidat coûtait $3 000 par mois. Et pour faire en sorte que la population d'une petite ville soit ensorcelée par lui et ait envie de voter pour ce candidat, il fallait sortir $2 000. Pour le service de type extrasensoriel le moins cher, comme le soutien à l'apparition du candidat en public, il fallait compter $150 par heure. Je pleurais de joie quand il parlait. C'est par ces mots qu'une personne tout à fait normale et d'humeur plutôt sceptique décrivait ses impressions à propos d'un discours d'Hitler. C'est le résultat de ce que l'on appelle l'effet de foule. Au sein d'une foule, même une personne peu sensible à l'hypnose ou à la suggestion se comportera d'une façon complètement différente. En réalité, il est bien plus facile de diriger une foule qu'un individu seul. La foule crée elle-même l'ambiance nécessaire à la suggestion. C'est par l'utilisation de techniques d'hypnose de masse que se font à notre époque les révolutions, que se décident les destins de pays et des peuples entiers. Tout ceci est attribué à un mouvement populaire, à la volonté du peuple. Mais en réalité, c'est tout le contraire. C'est la volonté des hypnotiseurs qui agit et le peuple se fait avoir. Sa vie devient encore plus dure, avec des leaders encore plus durs, desquels on les a fait s'amouracher pour réaliser un coup d'État. C'est ainsi que de plus en plus d'Ukrainiens sont maintenant dégrisés, ayant compris que lors de Maïdan, on les avait simplement utilisés pour qu'ils mettent au pouvoir de leurs propres mains ceux qui leur ont rendu la vie encore plus dure. Cependant, beaucoup ne comprennent toujours pas, ignorant tout simplement l'évidence. Le modelage de leur conscience continue. Comment se font ces fausses révolutions artificielles? Quelques leaders apparaissent capables de captiver l'attention de l'auditoire, de l'allumer. Ce genre de leaders ne se soucie pas du destin des peuples. Ils remplissent leur mission et se servent de la foule comme d'un instrument. Il y a une technique spécifique pour diriger une foule. Par exemple, l'orateur choisit un individu dans la foule parmi les plus manipulables et s'efforce de parler en le regardant droit dans les yeux. Ayant travaillé comme cela quelques individus, il les met légèrement en transe. D'abord, ce sont les plus faibles qui tombent dans cette hypnose collective, les personnes malléables. Ensuite, ceux qui se trouvent à côté d'eux les rejoignent. Et bientôt, la masse fusionne et devient un ensemble. Et l'orateur n'utilise pas seulement le regard, il construit son intervention de telle manière que les gens n'aient pas d'autre possibilité que de reconnaître qu'il a raison. Dans une foule, les gens ont des sentiments forts, colère, fureur, joie, indignation, désir d'agir tout de suite. En général, des hypnotiseurs professionnels se mêlent à la foule et aident l'orateur. Ils agissent sur la foule de manière synchrone avec l'orateur, introduisant en elle l'obéissance et la fascination par le discours de l'orateur. Habituellement, c'est toute une équipe de professionnels qui travaillent sur une foule. Ces méthodes sont utilisées non seulement lors de meetings politiques, mais aussi lors des concerts des stars du showbiz.